et ils ne sont pas, comment dire, ils ne sont pas attirés par les sirènes de la politique. C'est vrai qu'ils ne sont pas attirés. Ils sont à l'écoute de la population, à l'écoute des attentes de la société, mais ils ne sont pas attirés par pour eux, s'il y a un régime, s'il y a un pouvoir démocratique qui fonctionne normalement, qui gère le pays, c'est tant mieux. C'est vraiment un point de vue, une position totalement différente de ce qui existait auparavant. Et je dis qu'il y a un climat entre l'armée et ses présidents. À vous de tirer des conclusions. Ensuite, avant de répondre vous allez répondre sur le printemps berbère. Moi, je n'ai aucun complexe. Je suis un dire, je peux vous parler en cabine. Je n'ai aucun complexe sur ce problème-là. Mais je vais vous donner la réponse. Je connais le professeur Issaad, le Dieu et son âme, j'ai discuté avec lui du projet. M. Bouteflika n'a pas voulu prendre les mesures nécessaires parce qu'il ne voulait pas se mettre à dos une partie de l'armée. Il a laissé faire. Sa responsabilité morale est totalement engagée. Et le professeur Issaad a fait ce qu'il devait faire. Voici la réponse que je voulais apporter. En ce qui compte, je pense que Rémi Desbois, à l'époque, s'intéressait à la mauvaise foi. C'est pour ça qu'il a fait cette conclusion. À l'époque, moi-même, je n'aurais pas fait la réponse que je fais aujourd'hui. Je n'aurais pas fait le commentaire que je fais aujourd'hui. Donc, moi, je connais Rémi Desbois, je l'ai connu. Il a frappé, je vous assure qu'il a frappé à la mauvaise foi. C'est pour ça qu'il est parti sur les conclusions qu'il a faites. En ce qui concerne Boumedienne, moi, je ne dis pas que Boumedienne est quelqu'un. Effectivement, il s'est rebellé contre l'autorité d'état-major et Moussa Hassan a été désigné comme chef d'état-major pour remplacer Boumedienne. Et Boumedienne avait fui à l'époque, quand il y avait le... Donc je ne dis pas, c'est clair que Boumedienne s'est rebellé, etc. Mais ensuite, il a appliqué les règles, il a compris la leçon, il a appliqué les règles, il a mis l'armée sous le boisseau. Chaque fois, il disait, dis-je, pour le matériel, c'est, comment dire, c'est le bâton avec lequel je tape la contre-révolution ou la réaction. Mais il n'a jamais, ça je peux le dire, il n'a jamais associé l'armée à la prise de décision politique à partir du moment où il est devenu président de l'État. Je dirais même que progressivement il a éloigné les membres du Conseil de la Révolution du centre de pouvoir. C'est pour ça qu'ils lui ont voulu d'ailleurs. En ce qui concerne, franchement, moi je ne voudrais pas suivre M. Bouteflika dans ses récriminations quand il disait dans ses discours qu'est-ce que c'est que ces militaires, c'était des sous-officiers, moi j'étais officier, etc. Non, les gens qui étaient, la plupart des gens qui étaient à l'état-major, c'était des officiers, c'était pas des sous-officiers. C'est rare les gens qui étaient des officiers. Je peux vous les citer un par un. Ils étaient déjà officiers, soit officiers issus de l'armée française, soit officiers par leur appartenance à l'AFP. Donc, c'est-à-dire, s'il faut faire une analyse scientifique, il faut éviter les jugements de valeur. Bouteflika a dit ça pour gagner la population et il visait 2 ou 3 personnes précisément. Par exemple, si on prend le cas de l'actuel chef d'état-major, c'est vrai qu'il a commencé comme sous-officier. Mais pour le reste, et surtout pour l'époque, quand il y avait les officiers de l'armée française, on peut être d'accord ou pas d'accord avec eux, ils sont tous sortis officiers quand ils ont déserté. Ils avaient du grade d'officier. Ils n'étaient pas français, comme à Saint-Cyr et les gens passent. L'autre, oui, pour la mais je pense sincèrement qu'il y a. C'est curieux. Moi, quand je lis, par exemple, ce qui est écrit aux États-Unis et ce qui est écrit en France, je veux dire, particulièrement sur l'armée, je suis frappé. En toute honnêteté, les Américains sont plus objectifs. Les Français, ils sont toujours. C'est-à-dire, à travers l'AFP, ils faisaient un compte avec l'Algérie. C'est là qu'il ne faut pas les suivre. Si on veut. C'est-à-dire, il faut distinguer entre quand on veut faire de l'agitation politique, l'activité politique. Tous les coups sont faits. Quand on veut faire une œuvre académique, une analyse vraiment scientifique, il faut prendre des précautions d'usage. Je saisis le micro jaloux et comme je suis, je n'ai pas eu de questions, mais bon, je vais essayer d'apporter une réponse. Alors, sur la question qui gouverne, moi je dirais la réponse a été donnée il y a bien plus, un peu plus de 50 ans.
c'est le peuple qui gouverne, c'est l'esprit même de la révolution algérienne. La question ne se pose pas aujourd'hui, la question qui doit se poser, c'est qu'est-ce qui empêche le peuple de gouverner. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un système qui s'est construit à travers le temps, de par certaines épreuves. Et aujourd'hui, je rejoins en partie ce que disait M. Moussa. Enfin, l'armée n'a pas le quasi-monopole du pouvoir. En tout cas, moi je parle même pas d'armée, parce que pour moi l'armée, elle fait en tout cas moins de politique depuis que le général-corps d'armée, Mohamed Marmali, n'est plus à sa tête. Et le DRS fait encore de la politique. Ça ne veut pas dire que le DRS est seul maître de l'Algérie, mais par contre, le DRS est celui qui empêche la vie politique, j'ai envie de dire, classique, normale, d'avoir cours. Comme je le disais, c'est pas parce que les gens c'est pas parce que les fonctionnaires ou les individus qui composent le DRS sont mauvais ou bon, c'est pas ça. Mais c'est parce que son fonctionnement n'est pas un fonctionnement démocratique. Le DRS est devenu une institution qui n'est plus au service de la démocratie, n'est plus au service de l'État, un État garant de la cohésion sociale et des libertés du peuple, mais c'est devenu une entité garante du système lui-même, système qu'on a qualifié de clientéliste, système qui favorise le népotisme, et je dirais la liste est longue. Donc aujourd'hui, la clé de voûte pour la réforme, la clé de voûte, je dirais pour le changement, c'est le repositionnement de tous les services de renseignement, et là je parle aussi des services de renseignement, enfin des renseignements généraux qui dépendent de la DGSN notamment, etc. C'est le repositionnement de tous les services de renseignement pour leurs missions régaliennes, qui sont les leurs, aussi bien dans la Constitution actuelle, mais surtout qui doivent être les leurs depuis le 1er novembre. Le DRS, c'est l'héritier du mal. Le mal, au départ, malgré, je dirais, toutes ces dérives, n'existe et n'existait que pour servir la cause de l'indépendance, que je rappelle avait deux buts. L'établissement, en tout cas la réhabilitation même de l'État algérien moderne, démocratique, républicain et social, et la garantie de toutes les libertés individuelles, sans préjuger de la race, comme on disait à cette époque-là. On voulait dire surtout européens et musulmans, c'est-à-dire ce qu'on appelait les pieds noirs, ou par rapport à la confession. Et aujourd'hui, on voit que tout ça n'a aucune existence dans la réalité. On voit qu'il y a des minorités religieuses en Algérie qui sont soumises à des pressions pour faire du populisme, bien souvent. Dire non, il y en a qui font pas de ramadan, donc voilà, on fait tout un plat et les journaux suivent. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la source du pouvoir, c'est la nature du pouvoir, qui, à mon sens, et conformément même à la révolution algérienne, c'est le peuple unique, seul, détenteur de la souveraineté. Il y avait des questions qui m'étaient adressées directement, si je peux répondre, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un m'a posé une question de clarification sur la notion d'alliance et la crainte des Iraniens, ensuite sur l'éthique, le populisme et le pouvoir. En fait, j'avais commencé mon intervention à dire que chaque fois qu'une nouvelle technologie domine, elle impose des changements importants dans la construction institutionnelle, dans le comportement de la société, de la population et dans les élites du pouvoir. Et nous sommes en train de vivre une nouvelle domination technologique, c'est celle de TIC. J'avais dit que TIC présente deux éléments. Un élément d'espoir grâce au progrès scientifique et technologique qui permet de meilleur, mais un élément de désespoir parce qu'il y a cette capacité de contrôler les populations par des moyens de communication tout à fait nouveaux. Et j'avais dit qu'il y avait justement cette crainte de transformer les politiques populistes, c'est-à-dire pourquoi on a expliqué ce matin le populisme, c'est-à-dire présenter les choses comme on est en train d'aimer le peuple, à part des politiques de pouvoir, c'est-à-dire les gens qui sont en train de manipuler la masse du peuple, mais vont le transformer en pouvoir et donc arriver au pouvoir. C'est ça la question pour ce qui concerne l'alliance stratégique, j'avais expliqué que de façon tout à fait exceptionnelle, trois facteurs peuvent être réunis pour faire le changement. D'abord, une pression forte de la population pour réclamer le changement. Et deux, une alliance stratégique entre les forces de changement. Et le troisième, c'est parier sur de nouvelles forces.
Si je prends janvier 2011 à Alger, il y a eu ce soulèvement qui aurait pu aller vers le changement, mais sauf qu'il n'y avait pas justement d'alliance stratégique contre les forces de changement. Quand j'ai donné l'exemple des pays arabes qui sont passés par cette situation, j'ai dit attention, ils ont maintenant la méthodologie et le paradigme pour faire partie du chef de l'État, mais ils n'ont pas justement le paradigme de gérer le changement. Pour avoir le paradigme de gestion du changement, il faut nécessairement qu'il y ait une alliance stratégique entre toutes les forces qui réclament le changement. Je voulais juste ajouter, vous permettez une classification. Quelqu'un avait dit tout à l'heure qu'il y avait 9 membres du MOD au sein du gouvernement. C'est vous? 4. Non, il y a pas. Il y a M. Yazid Terouni, il y a M. Bouthablia, il y a Omar et il y a M. Bizet qui vient de quitter la présidence française. Chacun Je peux vous assurer qu'ils passent leur temps à se chamailler entre eux beaucoup plus qu'à être solidaires. Une question ici. Excusez-moi, mais moi je suis un vieillard, j'ai 79 ans bientôt, dans quelques jours. Je suis un ancien de l'ARN. J'ai vécu tout un tas d'événements depuis ce fameux, et bien avant. J'ai vécu le port, j'ai vécu ce que on a nommé complot, la mouille complot du colonel. Je suis en train d'écrire une analyse de tout ça, parce que j'ai vécu tout ça de près, j'ai connu Bourdieu, au COP, qui ne connaissait personne. J'ai vu son évolution. Je l'analyse, je suis en train de préparer quelque chose. Je l'analyse. Je mets en parallèle l'évolution de Boumedienne et l'arrivée de plus en plus nombreuse par avion des squads entières de l'armée française. Moi je dis que le père Focard a commencé son boulot en Afrique par j'ai assisté à tout ce qui s'est passé. J'ai été jugé par la haute cour de justice présidée par Boumedienne. Donc je suis quelqu'un qui a été alors, moi je situe le mal de l'Algérie, et je vais vous choquer, dans le FLN lui-même. Quand on analyse la composante humaine de ceux qui ont pris la responsabilité de déclencher la guerre de libération, la révolution, c'est un mot qui me révulse, parce qu'il n'y a pas eu de révolution. Le mal est venu du FLN lui-même, en monopolisant la parole et en indiquant aux Algériens un seul horizon, l'indépendance, sans jamais dire qu'est-ce qu'allait contenir ce panier vide qu'on appelle l'indépendance. Au point où 7 ans et demi de souffrance pour le peuple se sont conclus par une course à l'échalote, par une bande de chacals, je les qualifie comme ça, qui ont couru vers Alger pour savoir qui allait exercer le droit de cuissage en premier. Parce que la belle Algérie leur était offerte, et ils se sont marchés sur la tête comme des crocos, en oubliant qu'il y avait un peuple à 99% libéré, qu'il fallait prendre par la main comme un gamin et l'amener à l'école. Or, dans tout ça, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu? On a gagné une oligarchie qui ne s'est jamais retrouvée. C'est les mêmes qui en font tourner. Jusqu'à présent, et Bouteflika en est un, et c'est même, je le classe parmi celui qui a été à l'origine de tous les maux de l'Algérie. Il se dit officier. Officier de quoi? Officier de quoi? Dans quoi? Dans quoi? Ça n'a été qu'un petit jouet entre les mains de Boumedienne, et j'espère qu'un jour, les choses se diront ouvertement. Il y a beaucoup de choses qui se disent actuellement. Alors, l'ascension de Boumedienne s'est faite en même temps que l'arrivée. Et c'est pour ça que c'est eux qui ont constitué pour lui le fer de lance dans la prise du pouvoir. C'est eux qui ont installé en lieu et place d'une armée de libération, une armée de conquête, en casernant tout ça sur les frontières et en se préparant à l'assaut final. Et ils en sont venus à l'assaut final. Il serait
on peut, si on avait le temps, développer toutes les étapes. Boumediene, moi je l'ai connu en mars 58 au port, et au premier contact, je suis un ancien de la base de l'Est. Je suis rentré à la base de l'Est et j'ai dit à mes amis, je leur ai dit celui-là, suivez-le. J'avais même fait certaines remarques, ça va vous faire rigoler. C'est un voleur qui s'appelait Waliboudj, qui est un nom absolument occidental, c'est-à-dire de l'extrême orale, et qui parlait avec un accent qui m'avait intrigué, un accent de chez moi, je suis rentré en me disant, celui-là, surveillez-le, il ira très loin. Parce que contrairement à ses camarades, excusez-moi, j'ai vécu quelque chose, contrairement à ses camarades, nous sommes allés faire une visite dans les camps de la frontière. Ses camarades s'amusaient, les Marbreauda, les Bourgaise et les compagnies, ils s'amusaient à faire du tir. Lui, il s'approchait de moi pour me dire combien il y a de troupes ici, comment c'est organisé. Et il n'a jamais participé à tout ça. Je suis rentré avec la conclusion. Plus tard, quand il s'est soi-disant révélé, quand il s'est offert le luxe de démissionner, alors qu'on ne démissionne pas. Et pratiquement, j'avais dit, c'est lui qui mettra le GPRA, il va le mettre en déconfiture et c'est lui qui va le mettre dehors. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Par la suite, des amis m'ont dit, qu'est-ce que tu penses de lui, tu le connais? J'ai dit, il marchera sur le corps de sa mère, mais il sera le numéro 1. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait ça d'une manière très... Je suis en train de préparer quelque chose pour décrire les différentes étapes. Alors, comme on raconte, l'armée, les services spéciaux, les machins, c'est du kiff-kiff au pareil. C'est la même chose. C'est la même souche. Ce sont les mêmes qui soumettent le parti à la force et qui ne lâcheront pas le morceau tant que l'Algérie n'aura pas subi le remède d'Hercule et des écuries d'Augias. Et vous n'en sortirez pas. Vous n'en sortirez pas. Ce ne sont ni ces analyses, ni les solutions qu'on propose. Rien du tout. Il va falloir que l'Algérie va périr ou renaître d'un grand cataclysme. Ce ne sera semblable, comme nous avons fait de 54 à 62, qui ne sera semblable à aucun autre. Ça n'est ni la Tunisie, ni la Libye, à moins que les Occidentaux, comme ils ont fait pour la Libye, ils prendront parti pour X ou pour Y et ils diront, au nom de la démocratie, on démolit tout et puis vous venez au blé. Comme ils ont fait pour la Libye, comme ils ont fait, comme ils sont en train de faire, de laisser faire. Or, c'est un pays, moi, pour résumer, je dis, il y a eu une alliance au cours du temps, une alliance objective. Objective. Et qu'on ne me raconte pas qu'il y a eu 10 ans de terrorisme. Le terrorisme n'a été que le terrorisme d'État. Il a été manipulé. Tout ça a été manipulé. Parce que l'objectif, c'était de faire en sorte que jamais plus le peuple algérien ne relève la tête. Le dilemme qui était proposé, c'est nous ou eux. Nous, à vie, ou eux, ils vont vous égorger tous. Les hommes, les femmes, les enfants, et même les enfants dans le ventre de leur mère. Alors, avec ça, on a terrorisé les Algériens pendant 10 ans. Parce qu'on ne peut pas dire que ce sont seulement les soi-disant islamistes qui tuaient et qui égorgeaient. Tout le monde tuait, et égorgé. Attendez, c'est un peuple qui est offert. On lui a cassé les reins pour ensuite préparer l'arrivée de Bouteflika. Quand on parle aux gens en Algérie maintenant, ils vous diront, essayez de parler politique, essayez de dire ça ne va pas. On va vous dire, oh là là, mais laissez-nous tranquille, il nous a apporté la paix. Celui-là a apporté la paix, alors qu'il est à l'origine de tout. Il est à l'origine de tout. Le mal suprême, c'est lui. C'est ce bonhomme-là. Il a été dans l'oreille, dans le cerveau de Boumediene, il a été de tous les complots depuis que ministre de la Jeunesse et des Sports, ça ne lui faisait pas plaisir. On fait assassiner l'ancien ministre des Affaires étrangères, les jeunes, comment ils s'appellent? Comment? Khmisti. On fait assassiner Khmisti, on prend sa place. C'est ça, paradis. Il a pleuré, il a fait pour dire à Boumediene, c'est ça qu'il veut. Et Boumediene lui a donné ce qu'il veut. Il ne lui a jamais refusé. C'était son complice. Maintenant, on est arrivé à une situation, toutes les analyses, on peut les accepter, on peut dire ce qu'on veut, mais nous sommes arrivés à ceci que l'Algérie, le peuple algérien, est entre les deux mâchoires d'une même tenaille. La mâchoire du haut, c'est le pouvoir tenant le bâton et au besoin la mitrailleuse. La mâchoire du bas, complice objective, c'est la mosquée qui s'occupe des cerveaux des gens.
Et avec ça, on a gagné les femmes. Regardez-les, partez. Moi, je vais en Algérie de temps en temps. Écoutez, on ne vous parle que de halal, haram, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Allez, parlez politique avec quelqu'un. On vous parlera argent. Il y en a un qui a volé 1 milliard, on dit c'est un couillon. L'autre, c'est un type bien, il a volé 100 milliards. Alors attendez, arrêtons de gloser. Excusez-moi, à mon âge, je ne vois pas du tout la sortie du système. La sortie du système. Vous avez été dans le système, M. Benbutour a été dans le système, vous le connaissez bien. Comment pouvez-vous aujourd'hui venir dire, voilà comment on peut... Attendez, laissez la parole à d'autres. Moi, ce jeune homme que je ne connais pas, son discours a été le seul avec lequel je me suis senti enfin en symbiose, et excusez-moi. Voilà. Moi, je suis très content que vous écriviez quelque chose parce que je me suis intéressé à l'itinéraire du colonel Damouri et je crois qu'il mérite un grand hommage. Si vous pouvez lui rendre cet hommage dans votre équipe. Absolument. Voilà. Parce que je l'ai connu, monsieur. J'ai compris. Je l'ai vu. Les mains dans des poignées, dans des tellement c'est c'était avant son émission. Il avait des mains comme des grands annonceurs quand il est venu nous faire ses adieux. Alors, ce régime, c'est vertu et les économies de gaz. Il faut en finir, Je voudrais, s'il vous plaît, corriger juste un point. Vous avez dit que M. Benbutour était au service du système. J'ai l'impression... J'étais dans le système. Il faut ne pas confondre entre quelqu'un qui est au service de son État avec quelqu'un qui est dans le système. Moi, j'étais au service de l'État algérien et j'ai travaillé en tant que membre de l'État algérien. Et quand les conditions de fonctionnement de l'État algérien n'étaient pas propices, j'ai démissionné. Donc, s'il vous plaît, ayez un minimum de considération pour les expériences de tous les autres, pas seulement la vôtre. لا تبقى متفرجا فقط، واصنع الحدث، وثق بالصور والفيديو ما يجري حولك من أخبار وأحداث. حمل الفيديو على موقع اليوتيوب واختر من إعدادات نشر الفيديو نون ريبرتوريي، أي فيديو غير مدرج. ارسل رابط الفيديو إلى عنوان البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة. شاهد تسجيلاتك على المباشر ضمن البث الحي لبرامج قناة رشاد. باشر الآن واصنع الحدث. باشر الآن في صناعة التغيير الجذري. كن جزءا من قناة رشاد. كن جزءا من التغيير المنشود لبناء دولة الحق والعدل والحكم الراشد. Je vous remercie. Simplement, il y a eu des débats, il y a des questions, des moments où j'ai voulu intervenir. Maintenant, oui, Monsieur Shafiq Misbah, vous avez parlé du fils avec une liste de 8 généraux. Très bien. Simplement, moi je vais vous dire qu'en 1986, j'ai été rapporteur d'une commission pour la présidence de la République, dans laquelle figurait Abdelhamid Brahimi, comment il s'appelle,
Yazid, et j'étais le rapporteur de cette commission. J'ai rajouté, dans le texte, nous sommes donc le 18 juin 86. Pourquoi je m'en rappelle? Parce que le lendemain c'était le 19 juin, et j'ai dû prendre l'avion parce que sinon on devait l'exécuter. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai rajouté: si des mesures urgentes ne sont pas prises immédiatement dans le domaine de la santé, de l'éducation et des transports et du logement, la rue prendra le pouvoir. Je fréquentais les mosquées, donc j'entendais les discours c'était simplement un appel chaque vendredi à la révolution. Donc c'était pas la peine d'attendre la suite. Et ça, donc le lendemain, le 18 juin, réunion de cabinet à la présidence de la République, je dis, et je rajoute ça, ce n'est pas Chadri qui s'était levé contre moi, c'est l'Arbi Bkhir. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était lui le président de la République. Effectivement, donc Chadri s'est tourné vers les autres. Vous m'avez dit hier, donc à Rosiyet, qui était le coordinateur des 3 services, donc il lui dit, hier vous me disiez que tout allait bien dans le pays, alors que nous savions qu'à Constantine, c'était la révolte, ils avaient même pris le train, ils étaient venus pour occuper Alger. Bon, bref, je passe. Ensuite, la veille, donc au début, en 91, on devait avoir les élections présidentielles en juin 91. En avril 91, il y avait le fameux groupe des 5 plus 1, plus 6 plus 1. L'initiateur, c'était le LCD. Puis ensuite, d'autres partis s'étaient regroupés derrière lui. Et subitement, il devait faire une grève totale en Algérie. Merbah, que je connaissais depuis les temps de l'OPEP. Quand je faisais l'OPEP, donc et moi à l'époque je ne savais pas que c'était lui Merbah. Je lui parlais de Merbah, alors pour moi c'était Abdallah. Donc il vient me dire, il m'a dit, je vais te charger d'une mission. Je lui ai dit, mais moi je ne peux plus rentrer en Algérie depuis 86, depuis le 19 juin 86. Nous sommes donc la veille nous sommes en avril. Il m'a dit, tu vas rentrer immédiatement à Alger et tu pars avec Rachid Belaïs, qui était à ce moment-là à l'UNESCO, qui lui était influent auprès de Abbassi Madani. Vous allez lui dire immédiatement d'arrêter de continuer de servir l'équipe qui est en train de les mener vers la catastrophe et d'arrêter immédiatement la grève qu'ils sont en train de préparer. Sinon, ce sera le carnage. Donc, j'arrive à Alger, il me dit, ne t'en fais pas, j'assure ta protection. Il m'a fait effectivement passer. Le lendemain, il me fait amener, donc on part chez Abbassi Madani avec Rachid et Issa. Effectivement, il nous reçoit, il était averti. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand on lui dit, voici le message que tu fais passer, Merbah. Qu'est-ce qu'il nous dit? Merbah, Fatouyamo. Il n'est plus, il est en marge. Il me dit, hier, nous avons fait la prière ici, c'était chez lui, à Hidra, avec le Hajj, c'était Ismaël Amari, et avec Tawfiq. Et eux nous ont dit, l'armée est avec vous. Il ne faut pas lâcher le morceau. Le soir, quand j'en ai parlé à Merbah, il m'a dit, tu prends le premier vol demain. Une semaine après, ils ont arrêté Ali Bil Hajj. Et 3 ou 4 semaines après, ils ont arrêté Abbassi Madani et ensuite ils ont reporté les élections. Ça, je ne pouvais pas le garder. Je le dis, et je sais que c'est enregistré, je le dis et j'en assume de la paternité. Parce que je l'ai vu dans une. Et ensuite, avant, en 86, j'étais directeur général de Société Nationale. Et même avant, nous avions toujours les SSP, les services de sécurité et prévention. Un officier de la sécurité militaire, c'était eux qui décidaient des contrats. La preuve, un jour, Arbi Bkhir m'appelle et il me dit, pourquoi tu as éliminé le groupe proche? C'est des commissions, c'est des professeurs de médecine qui décident. Antoine, il me dit, non, ça vous dépasse, c'est une décision
de stratégie nationale. Donc vous devez continuer. Je lui dis, mais ils ont doublé leur prix. Il dit justement, c'est parce que la différence nous sert à financer. Voici donc la corruption était instituée. Voilà, je le dis, je l'assume. S'il vous plaît, monsieur. On va poser des questions, en fait. C'est un peu mieux. Je voudrais apporter une précision, s'il vous plaît. Parce que tout à l'heure, On a une voisine qui attend depuis très longtemps, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir et merci pour cette journée, pour intéressant toute la journée. Seulement, moi, j'estime qu'on entend beaucoup trop parler des personnes. Il y a beaucoup trop d'histoires, c'est très intéressant et on leur doit beaucoup à tous ces gens. Mais le souci, c'est que l'histoire, elle est faite par les hommes, certes, mais quand les hommes prennent le pas sur les institutions, il y a un gros problème. Et là, c'est exactement le problème de l'Algérie, c'est-à-dire que l'institution, qui est l'armée, qui est indispensable, elle est un peu dévoyée, à mon avis. En même temps, on n'a pas besoin d'une chasse aux sorcières, on n'a plus le temps, parce que les générations qui arrivent ont besoin de changement maintenant. Et donc, voilà, moi je suis à la fois algérienne, à la fois française, et j'ai entendu ce matin encore, par exemple, je vais donner mon avis. C'est-à-dire que ce matin j'étais étonnée tout à l'heure qu'un syndicaliste s'étonne de l'impact d'une multinationale au sein de l'Algérie, qui avait l'air de dire que la multinationale usait et abusait uniquement en Algérie. Les multinationales, elles abusent un peu partout. La spécificité de l'Algérie, elle est vraie, c'est un fait. En même temps, elle s'inclut dans une mondialisation et je pense que la solution, elle est effectivement économique. Elle passera que par là. L'épanouissement de la jeunesse, elle passera par l'économie et par l'éducation. Et les changements se feront ainsi parce que même nos voisins, dans une histoire très récente, on voit très bien qu'ils sont un peu dans l'impasse. Et je pense qu'on a notre chemin à créer, on ne peut pas se permettre des révoltes violentes. Et contrairement à ce que vous avez dit, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je pense que la révolution, elle a été faite, même si c'est pas moi qui l'ai faite. Mais je pense que mes grands-parents, mes parents ont participé à cette révolution et j'en suis fière. Voilà. Bonjour, j'ai juste une petite question. Concernant les élections législatives des 10 mai, tout le monde savait que les résultats étaient presque calculés et tout le monde a vu comment ça s'était préparé. Et tout le monde même a suivi le pourcentage, le taux de participation. À l'étranger, on n'a pas pu toucher, c'était 14%. En Algérie, on est arrivé à 44%, sachant qu'à 18h c'était 34%. À 21h, c'était 44. Je sais pas, c'est quel miracle. Moi, je m'étonne que hier, j'ai lu dans les journaux, ils disent l'Union européenne félicite l'Algérie pour les élections. Donc aujourd'hui, les Algériens qui veulent un changement pacifique, les Algériens qui veulent un changement pacifique, qui ne veulent pas arriver à, comment dire, se retrouver dans une impasse. Mais le problème, par exemple, ils veulent passer par le vote, par des choses, des moyens civilisés, mais malheureusement, à chaque fois, ils sont confrontés à une réalité, vraiment, ils se retrouvent face à un mur. Et en parallèle, des pays européens ou d'autres pays dans le monde, ne serait-ce que dire que ces élections, c'était pas conforme. Ça passe, ce serait mieux. Alors qu'on voit qu'ils disent non, c'est des élections, je ne sais pas comment, qui étaient passées dans une transparence. Ça, je trouve que c'est pas normal et ça n'aide pas les Algériens d'avancer. La deuxième question, quand on parle de changement, moi je pense personnellement en tant que jeune Algérien, le changement, avant le départ de Bouteflika, le changement ce sera un jour après Bouteflika. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui disent il a fait pour l'Algérie, prenons le bilan de 13 ans, on va voir qu'est-ce qu'il y a de plus en Algérie. Il faut étudier tous les secteurs. Derrière, ce serait bien aussi de passer à une deuxième république, la justice, l'égalité entre tous les Algériens.
Parce qu'aujourd'hui, on parle de changement, mais en même temps, on commence à voir des Algériens mieux que les autres, des Algériens VIP. On parle par exemple des enfants de Chahid. Je suis désolé, les enfants de Chahid, le plus jeune il a 50 ans, le plus vieux il a 57 ans. À quoi on parle de Chahid? C'est un orphelin, oui, il était orphelin, les 20 ans après l'indépendance, c'est bien. Mais aujourd'hui, il a 57 ans. Qu'est-ce qu'on va lui donner encore? Donc aujourd'hui, si on veut avancer, c'est un changement, c'est l'égalité, surtout la justice. Si on arrive juste à séparer la justice de l'État, de ce copinage, on ne peut pas avancer avec cette méthode-là. Impossible d'avancer, impossible d'espérer d'avancer. Et j'ai encore un petit point concernant le docteur Bebitour. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Algériens se sentent, ils veulent un changement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent des leaders, qui veulent des gens qui veulent suivre. Malheureusement, il y a beaucoup d'Algériens qui pensent, dès le fait qu'il y a une personnalité politique qui a travaillé pour l'État, ils pensent directement qu'elle partage les mêmes valeurs ou qu'elle est déjà, je ne vais pas dire le terme, tachée avec ce qui se passe dans le système. Et donc ça c'est malheureux. Ce serait bien d'arriver à convaincre les gens qu'il y a des gens bien, qu'ils ont essayé de travailler, qu'ils n'ont pas pu avancer parce qu'il y a un mur qui bloque tout, qui se sont retirés. Mais ça ne veut pas dire qu'on se retire tous et qu'on croise les bras. Il faut qu'on avance et on cherche tous un changement pacifique. Ces derniers temps, si vous regardez par exemple les élections, qu'est-ce qu'on dit à la télé? Si vous ne votez pas, demain il y aura l'OTAN qui va arriver. Si vous ne votez pas, il y aura Libye qui va venir en Algérie. Il y avait même le ministre de la Santé qui a oublié sa tâche principale. Il est parti imprimer 2 millions de flyers pour inciter les gens de voter. Alors qu'il aurait pu importer 2 millions de vaccins pour les pauvres Algériens qui ne trouvent pas même un vaccin dans les hôpitaux. Oui. C'est la vérité. C'est une réalité, monsieur, il faut y aller là-bas. Et aussi, il y a un point, j'aimerais bien dans le Louvre, si on veut ouvrir une nouvelle page, oui, je vais conclure. Si on veut ouvrir une nouvelle page, ce serait bien de passer. Là, on va rentrer dans des détails qui étaient officiers, qui n'étaient pas officiers, ça ne sert à rien. Aujourd'hui même, les Algériens, le dernier discours de monsieur le Président, il parle aux gens des massacres de 8 mai 45. C'est bon, 8 mai 47, même mon père il fait pas dire. Aujourd'hui, on peut ouvrir une nouvelle page. Même ils essaient de dire aux Algériens, demandez la France, elle doit demander le pardon. Comment elle va demander le pardon que tous les politiciens algériens, ils viennent faire les courses en France, ils ont des appartements en France. S'ils veulent que la France demande le pardon, qu'ils boycottent la France, à ce moment-là, la France, elle va demander pardon pour les génocides. Merci. On continue? Oui, ce serait bien de poser des questions à la fin, genre d'essayer. En fait, j'ai pas envie de quitter cette assemblée en fait, sur un scénario catastrophique, des solutions utopiques. Donc en fait, je vais essayer d'être différent et de poser une question sur ce chef et j'imagine que en fait, on vous pose des questions parce qu'on voit en vous le représentant officiel du TRS. Donc en fait, ma question, elle va pas c'est ce qu'il pense. Écoutez, je vous fais la réponse que j'ai fait à pas posé la question. Respectez au moins mes compétences. Si j'étais une éminence grise ou de porte-parole, nous n'en serions pas là. Non, mais au moins je suis juste en train de relater ce que certains pensent. Loin de moi cette idée. Donc je disais que en fait, ma question concerne surtout l'avenir, à travers vos interventions. Il y a certains, en fait, de monsieur qui a parlé de comment s'émanciper du tribalisme. M. Bebitour parle entre autres de l'alliance stratégique. Il y a aussi, en fait, certains évoquent même l'idée d'un soulèvement au sein de l'armée populaire, une forme de coup d'État. D'autres préconisent un retour à 1992. Voilà, en fait, non, je dis ça pêle-mêle, mais en fait, moi je voudrais peut-être, à travers ma question, vous interroger sur comment s'attaquer à la cause des causes. À mon sens, en fait, la cause des causes par rapport à tout ça, c'est en fait le peuple, c'est-à-dire les gens. Qu'est-ce qui fait que les Algériens, loin de moi de les insulter, vous les amoindrir, en fait, c'est les mêmes phénomènes qui se passent un peu partout dans le monde.
Et même ici en France, voilà, c'est un avis personnel, les gens en fait se désintéressent de la politique et même peut-être de leur devenir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas acteurs des choses. Ils sont, par exemple, ils ne s'intéressent pas à tout ce qui est associatif, à tout ce qui est... voilà, en fait, ce qui peut changer, ne serait-ce que le présent immédiat. Donc dans le quartier, dans la société de manière générale. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu un travail, c'est-à-dire parce que tout à l'heure, monsieur, je suis désolé, je reviens à vous. Vous avez parlé de l'armée qui s'est rendu compte après 10 ans d'éradication que c'était pas ça la solution, qu'il fallait passer à autre chose. Mais en même temps, en fait, tout n'a pas été fait dans le sens où le champ politique associatif a été verrouillé. On n'a pas donné la chance aux gens de s'exprimer, de pouvoir être militants, acteurs de leur quotidien. Et ce qui fait que le seul mode d'expression et de communication, c'était la violence. Et on se rend compte que ça donne... ça marche, les ravages et tout, et donc ça donne de la violence dans la société, et que les gens qui veulent proposer des solutions, qui essaient d'activer de manière citoyenne, civique, mais ils sont quelque part sur la marge. C'est eux les marginaux, c'est eux la minorité, c'est eux qui n'ont pas d'action. Voilà, donc j'ai posé la question. Donc c'était ça la question, c'était de vous interroger sur l'avenir, c'est-à-dire comment s'attaquer à la cause des causes et faire que les Algériens puissent à nouveau s'intéresser à leur quotidien. Merci. Si vous permettez, je vais répondre d'abord sur la dernière partie. En 1993, il y avait une commission qui était installée à l'INES qui devait s'occuper de l'atelier Horizon 2005. Et il y avait une institution de développement. On n'en parle pas. Il y avait une sous-commission institution et développement politique qui était présidée par le défunt Gilali Diebes, où j'étais membre. J'ai été choqué, effaré que des membres de cette sous-commission, des Algériens de gauche, qui évoluaient dans des partis de gauche, qui militaient, qui demandaient à ce que dans les recommandations, on retienne le suffrage censitaire. C'est-à-dire, ils demandaient à ce que les Algériens qui n'ont pas de fortune ou qui n'ont pas de niveau d'instruction ne puissent pas voter. C'est-à-dire un retour au suffrage censitaire du deuxième collège de l'administration coloniale. Je me suis opposé. J'étais le représentant à l'époque du ministère de la Défense et je me suis opposé en disant que c'est contraire à toutes les réalisations depuis le 1er novembre 1954 pour un peuple qui a décidé pour reconquérir le droit de s'exprimer en lui disant si tu n'as pas le niveau d'instruction nécessaire, tu ne t'inscris pas, tu ne t'exprimes pas. Je pense malheureusement que la faute n'est pas chez le peuple. Le peuple, quand il a fallu faire une bonne sanction, il l'a fait. C'est très sincèrement des livres politiques qui n'est pas proche du peuple. Alors, je vous donne l'exemple. En 2011, après les tentatives de manifestation du FCD, j'ai eu au téléphone le docteur Saïd Sadi. Je lui ai dit, docteur, si vous voulez faire la révolution à partir de la République d'Oujmoras, vous n'arriverez jamais. Est-ce que vous êtes en mesure de tenir un meeting à Bouxéga, c'est un quartier populaire par excellence? Il m'a dit non, c'est pas possible. Je dis comment? C'est pas possible. Il y a une religieuse française qui est là-bas depuis 20 ans. Elle gère un centre d'handicapés. Elle est en contact avec la population, avec les Sénapines, avec les terroristes, et elle vit normalement. Il y a une démission des élites qui fait que le peuple s'en détache. Ça, c'est certain. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux mondes différents en Algérie. Il y a la société virtuelle et la société réelle. Il y a des pans de la société qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait le guillemets, des guillemets. Ils s'en foutent royalement. Ils organisent leur vie différemment. Et donc, ils ne se préoccupent pas de ces questions. Maintenant, pour ce qui revient à l'armée. J'ai dit que l'armée a été normalisée sur le plan institutionnel. Mais j'ai bien précisé que je le dis de la manière la plus claire. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un coup d'État. Il n'y aura pas de coup d'État. L'ère des coups d'État est évolue, les militaires l'ont compris, cela aussi. Donc les militaires, comme je l'ai dit éventuellement, s'il y a une insurrection populaire, moi je suis sûr qu'il n'y aura pas de tir sur la foule. Ça, je peux tirer la conclusion. Mais pour dire qu'il y aura des militaires qui vont prendre la décision d'organiser un coup d'État, je vous ai dit, c'est des gens qui comprennent. C'est terminé cette histoire. C'est révolu. Voilà. Je
voudrais simplement ajouter quelque chose à la question de monsieur, c'est que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'explication de la genèse de notre système et de notre histoire, dite et non dite, écrite et non écrite. Soit, j'aimerais bien qu'on parle beaucoup de l'avenir. Je crois que c'était ça le but de ce colloque notamment, en fait. Et je m'aperçois qu'on a beaucoup de difficultés à regarder devant. Au-delà de ça, la réponse à la question, c'est qu'il y ait révolution ou qu'il n'y ait pas révolution, dans le sang, pacifique ou pas, que tout est apporté sur le dos du DRS ou pas, de M. Bouteflika ou pas, etc. Dans tous les cas, il y aura changement, ne serait-ce que par l'effet biologique des choses. Ne serait-ce que par. Et donc c'est à nous, représentants de la société civile, c'est à nous, pour ceux qui sont dans l'activité politique, de proposer un plan de société, de proposer un devenir à ce pays. Aujourd'hui, nous sommes et nous restons sur la fin. Parlons un peu d'éducation, parlons un peu de santé, parlons un peu d'économie. À quoi est-ce qu'on veut ressembler? À qui est-ce qu'on veut ressembler? Si c'est à nous-mêmes, c'est qui nous-mêmes? C'est quoi l'Algérie dans 25 ans, dans 35 ans, dans 40 ans? Est-ce que c'est un tigre régional ou c'est un chat local, en fait? Les nations avancent comme ça. C'est ce que je disais dans mon exposé rapide, l'histoire du déterminisme. Déterminons, soyons souverains vis-à-vis de nous-mêmes, tous ensemble, ce à quoi nous voulons ressembler, et à ce moment-là, on décidera des moyens dont nous disposons ou pas pour y arriver. Et ça passe par tous les relais, que ce soit les relais citoyens, les relais politiques, les relais institutionnels. Je crois que c'est brique par brique, chacun d'entre nous, finalement, c'est le rôle de tout citoyen dans n'importe quel pays, en fait. Alors, on va prendre deux dernières questions et je vous demanderai d'être très concis. Bonsoir, si je commence mon intervention. Je suis entièrement d'accord avec l'intervention qui vient d'être faite. Moi, je pense que pour l'Algérie, il y a plein de changements qui se sont opérés et qui ouvrent la porte à d'autres changements qui doivent venir. Mais dire, comme je l'ai entendu, qu'en janvier passé, peut-être on aurait pu avoir le changement, ça veut dire quel changement? Changer l'équipement en place, les euros, et qu'est-ce qu'on va obtenir en là? Parce qu'une société, n'importe laquelle, et l'Algérienne surtout, quand on voit la situation qu'elle a héritée en 62, l'état d'analphabétisme, tous les problèmes qui d'ailleurs n'ont pas été très bien traités à mon avis dans ce colloque, et de voir comment la société, les Algériens ont décidé d'évoluer, donc ils ont de temps en temps été d'accord avec certaines directions, notamment tout ce qui apportait, qui donnait une certaine couleur à l'État, et notamment du point de vue social, et qui avait donc une distribution de pas mal de choses, notamment logement, travail, etc. à une certaine époque, qui peut-être s'est arrêtée quand on a vu l'exposé qui a été fait par Madame Taghi et qui a repris. Et ça, il y a une adhésion de la population à ces faits. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Il faudrait peut-être maintenant essayer d'élargir pour que plus de gens puissent participer par eux-mêmes. Et donc, moi je pense que cette question n'a pas été très bien abordée. Maintenant, la question de la démocratie et du changement. À mon avis, le changement, oui, mais qui va le porter? Alors, vous avez parlé de changement, il y en a pas mal. Quelles sont les forces sociales, voilà ma question, qui vont porter ce changement? Et pour moi, la vision, c'est la modernité. Ce n'est pas le retour en arrière du fils. Voilà. Donc, si on est d'accord là-dessus, je voudrais bien savoir. Une dernière question, du coup. Bonsoir, j'aimerais bien remercier les intervenants, mais faire l'analyse sur le système algérien, c'est une chose aisée. Tout le monde sait, le dernier des comptes, c'est que c'est un système pourri, corrompu, et presque, je dirais,
malade, il est agonisant. Mais personne n'a posé la question sur la société algérienne. On prend le cas de l'Égypte, de la Tunisie. La Tunisie Bouazizi, Simone, une révolte, on ne parle pas de révolution, Ben Ali prend l'avion. En Égypte, un jeune homme à Alexandrie se fait torturer dans une cave d'un commissariat. Aujourd'hui, Moubarak il est derrière les barreaux. Nous, 300 000 morts. La semaine passée, il y a eu presque 11 morts en Algérie. Suicide, par le feu, pendant. Et notre télévision et les télévisions satellites de ce régime trouvent le moyen de faire des funérailles presque nord-coréennes d'une chanteuse, alors que nos universités agonisent, nos hôpitaux sont dans un état délabré. Et aussi maintenant, il faut poser la question, le pourquoi. Pourquoi aussi l'opposition n'arrive pas à se parler? Le système, il est dans sa logique, mais les opposants, ils ne se parlent pas. Trouvez-moi deux Algériens qui pensent la même chose, qui peuvent s'asseoir autour d'une table. La guerre des égos. Vous êtes islamiste, vous êtes communiste, vous êtes laïque, mais l'intérêt de l'Algérie, on ne connaît pas. Le système, il est fort parce qu'on est lâche. Le système, il est fort parce qu'on est complaisant. Le système, il nous a corrompus. Trouvez-moi un seul Algérien qui n'aime pas Chikar, qui n'aime pas l'argent. Les Algériens sont sortis dans la rue, 1 million de personnes à cause d'un match de foot. Il y a eu Batalha, il y a eu Raïs, Sidi Hamed, il y a eu Rizan, des centaines de morts. Il n'y a pas eu une seule manifestation. Merci. Oui, rapidement, je voulais revenir sur cette question des élites, parce qu'en fait, je voudrais savoir de quoi on parle. Là, vous nous citez, Saïd Saadi, vous parlez de l'émission des élites à propos de l'INES. Bon, il était dans son rôle, mais moi, je trouve que M. Anis Terrail a bien décrit la situation après 88, toute cette effervescence dans la société algérienne. On a vu émerger justement des élites à tous les niveaux, alors qu'auparavant on avait l'impression que ce peuple était justement incapable de faire émerger des élites. Ça a été et comme il a bien dit, elles ont été décimées. Et on a bien vu la qualité quand même des Algériens, ne serait-ce que de ceux qui sont venus, qui ont fui à l'étranger. Il y avait de vraies élites. D'ailleurs, dans toutes les composantes, élites technocratiques, même dans la mouvance islamiste. Mais le problème, c'est que le régime après a décimé ces élites, y compris les élites islamistes. C'est bien facile maintenant de dire oui, les islamistes ne cherchent que l'argent, mais Hachemi a été assassiné, il y avait une élite islamiste qui a été détruite, il y avait une élite politique, mais je pense qu'il ne faut pas être pessimiste, c'est-à-dire que les élites, elles ressortiront quand le contexte sera favorable, elles existent. Cette histoire de dire qu'il y a démission des élites, non, il y a un système qui les a complètement décimés par la répression, par le verrouillage, et ça concerne également la mouvance islamiste. Donc moi, je trouve que c'est faire le jeu du pouvoir que de répéter que les élites ont failli. Madame, je permets de vous répondre tout de suite pour les élites. J'ai en tête un cas précis avec les professeurs de l'enseignement supérieur ont vu leur salaire revaloriser de manière spectaculaire. Je suis en contact permanent. Je vous assure que depuis cette revalorisation, pas un seul professeur d'université n'a ouvert la bouche. C'est quand même scandaleux. C'est quand même scandaleux. J'ai lu une fois un article après la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie. J'ai lu un rapport qui a été publié dans Le Monde, un compte rendu chronique. Ils ont interrogé une Tchécoslovaque qui était professeur de français, qui a joué un rôle important dans la chute du régime communiste, mais de manière presque anonyme. Le journaliste du Monde lui a posé la question, mais madame, comment vous n'avez pas eu peur de... Elle lui a répondu, je suis étonné que tous mes concitoyens n'aient pas fait la même chose que moi. Non, je vous assure qu'il y a une démission psychologique. Le régime a sa part de responsabilité. Mais de l'autre côté, il n'y a pas
Le docteur Saïd Hadi, pour qui j'ai beaucoup de respect, est rentré en prison, il a fait la prison, depuis quand je cherche. Maintenant, j'accepte pas de faire ça. Les élites politiques, les élites intellectuelles, les élites technocratiques en politique se sentent psychologiquement soumis. Et c'est malheureux. Je veux quand même, si ça ne vous ennuie pas, c'est vrai qu'on peut parler, on doit parler de l'avenir, surtout qu'on est en présence d'étudiants mais les gens qui ne savent pas d'où ils viennent ne savent pas où ils vont parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Je suis content que vous ayez répondu, madame, quand on parle d'émission des élites. Moi, je pense à Abdelrahman Fardat, par exemple. Ils ont été éliminés. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Il ne faut pas oublier ce pan d'histoire récente du pays. Vous nous avez présenté une image assez idyllique. Je suis désolé. J'ai plaidé en 1969 le procès à la Cour révolutionnaire. Il y avait 3 procès. Le plus important, naturellement, c'était tout de même la sédition de Zubiri. Je ne sais pas si vous y avez assisté, j'y ai assisté, j'ai plaidé en tant qu'avocat. Le débat était le débat essentiel pour purger, à cette époque-là, le passif de ce qui a été évoqué par certains, les comportements de certains, la lutte du pouvoir et l'oubli de l'intérêt supérieur du pays. Et ça s'est répété plusieurs fois. Le deuxième procès, ça a été l'attentat contre Boumediene.